Pour terminer, nous écouterons Hélène Debrabander, doctorante en linguistique anglaise, qui s'intéresse au colportage dans le cadre de ses recherches personnelles, comme l'indique l'intitulé de sa thèse, forme linguistique archaïsante et filiation stylistique dans le genre de la fantaisie, auquel elle se consacre depuis 2015 sous la direction de Lucie Gourdet et de Vincent Ferré à l'université Paris-Est Créteil. Alors, sur ce titre plane évidemment, et je la vois volontiers, l'ombre de Tolkien, puisque Tolkien est spécialiste en colportage linguistique, c'est-à-dire qu'il fait ressurgir au XXe siècle des formes linguistiques tout à fait anciennes, et parfois qu'il transforme. Et d'autre part, parce que dans le domaine de la fantaisie, il y a certes des filiations directes de Tolkien aux auteurs suivants, mais ces filiations sont un peu brigandières malgré tout, notamment parce que la figure de Tolkien se prête beaucoup à un jeu un peu trouble de paternité illégitime, et il est à peu près certain que la plupart des inspirations qui résultent de l'œuvre de Tolkien n'auraient pas été souhaitées du tout par l'auteur. Et donc ces thèmes de recherche animent Hélène Debrabander depuis un certain temps déjà, puisqu'elle a consacré 2 mémoires au style de Tolkien, au style dans le sens plus purement linguistique, qu'elle a d'ailleurs des questions qu'elle a explorées avec les outils de la linguistique de corpus, qu'elle réutilisera aujourd'hui pour nous cartographier assez minutieusement l'histoire d'un larcin assez savoureux du père Tolkien. Je ne vous fais pas plus attendre. Merci pour cette présentation et cette invitation. Juste une chose à redire. Vincent Ferré ne dirige pas mes travaux. Il n'y a que Lucie Gourdet. C'est juste une parenthèse. Donc aujourd'hui, je vous présente Of Dwarfs and Dwarves, l'épouvantable erreur de grammaire de Tolkien. Donc c'est de la grammaire. Désolée, je vais la rester quand même. On va commencer par une définition du mot grammaire par le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le CNRTL, que vous connaîtrez sûrement, qui définit la grammaire comme étant un ensemble de règles conventionnelles valables suivant les époques, qui déterminent un emploi correct ou bon usage de la langue parlée et de la langue écrite. Donc, typiquement, une règle de grammaire, c'est signifier le pluriel d'un mot par l'ajout du suffixe s à la fin. Il y a bien sûr des exceptions à cette règle, comme le dit l'adage, exception à la règle. Il y a des mots qui se terminent en AUX pour le pluriel, comme cheval, chevaux, ou OUX, genou, genou, etc. Et c'est pareil en anglais. Pour les mots comme man et man, Charles, children, ox, oxen, knife, knives et calf, cows. C'est une liste non exhaustive, il y en a bien d'autres. Et pour autant, ces changements sont bien connus des locuteurs natifs de la langue anglaise. Leur évolution ou les raisons pour lesquelles c'est comme ça en anglais ne sont pas toujours connues ou identifiées, ou les deux. Et chacune de ces irrégularités s'explique de manière différente selon l'étymologie, selon la provenance du mot en question. Dans The Cambridge History of the English Language, 2e volume, Roger Lass explique que les pluriels réguliers et irréguliers en anglais moderne, des mots provenant du vieil anglais, ne sont que des vestiges des déclinaisons vieilles anglaises. Car effectivement, le vieil anglais était une langue flexionnelle comme l'allemand ou le latin. Aujourd'hui. Alors, voici le schéma que nous présente ce Roger Lass. Donc il nous pose le vieil anglais, le début du moyen anglais et la fin du moyen anglais. Alors en vieil anglais, on considère le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif, et progressivement, par nivellation, c'est un terme que j'ai traduit à la hache, leveling, il n'en reste plus que 2. Nominatif, datif et accusatif deviennent commonplace, donc commun, et le génitif à côté. Commonplace et génitif.
En effet, Roger Lass constate que, bien que le vieil anglais ait eu de riches morphologies nominales, dans le sens où il y avait beaucoup de terminaisons possibles, cette morphologie était assez inexpressive et ambiguë. Toutefois, d'autres terminaisons se voyaient plus fortement liées à des catégories particulières, ce qui a eu des conséquences dans les développements à venir, comme par exemple as ne pouvait signifier que le génitif pluriel, tandis que e, malgré ses maintes fonctions, reste la terminaison datif singulier par excellence. Et effectivement, dans ce tableau, on reconnaît déjà les formes schématiques des pluriels modernes entre le 0 qui est resté sur un mot comme sheep, le pluriel de sheep c'est sheep, en pour ox, oxen ou child, children, et le s que on retrouve le plus souvent, comme pour cats par exemple. Le seul qui ne figure pas ici, parce que ce n'est pas un suffixe, c'est le umlaut, les deux points sur la voyelle, qui ont fait changer foot en feet ou man en men. Ce tableau donc ne concerne que les noms d'origine vieille anglaise. Pour les emprunts, c'est plus compliqué et ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais en plus de cette nivellation de pluriel en ES, devenu S, pour un mot tel que calf, le phonème final, le son F de fin, est voisé au pluriel pour donner calves. C'est-à-dire qu'on fait vibrer ces cordes vocales en prononçant la biodontale. F pour en faire un V, qui est un changement significatif puisque ça en modifie l'orthographe. Le voisement de la consonne finale de calf est probablement apparu pour le confort articulatoire puisque F et S, ce suivant, sont toutes les deux des fricatifs sourds et ne sont pas franchement faciles à prononcer. C'est pour ça que par la suite ce changement fut banalisé, toujours par la même nivellation, pour des mots finissant en F tels que loaf qui a donné loaves, shelf, shelves, thief, thieves, wife, wives, scarf, scarf, the life, lives, and so on and so forth. Et maintenant, le mot qui nous intéresse, c'est dwarf. Dwarf est également un mot en vieil anglais, il finit en F. Mais avant la révolution des corpus linguistics, on n'avait que les dictionnaires écrits pour nous donner le bon usage du mot. Le bon usage du mot, c'était dwarfs, avec cet inconfort articulatoire. Et ça a semblé donner beaucoup de problèmes à l'auteur britannique J.R.R. Tolkien, qui a avoué dans une interview qu'il a donnée pour la BBC en 1965, il avoue donc qu'il y avait des fautes de grammaire dans son tapuscrit, d'épouvantables erreurs de grammaire de la part d'un professeur de langue et de littérature anglaise. C'est assez choquant, n'est-ce pas? Dwarves, il reconnaît que c'est une faute de grammaire et il a essayé de la cacher. I tried to cover it up. Et puis finalement, je me suis dit, dwarf, dwarfs, on dit bien dwarf, dwarfs, alors pourquoi pas? Et effectivement, pourquoi pas? La forme canonique du mot dwarf, du pluriel du mot dwarf, provient selon l'OED de la forme singulier nominative, c'est-à-dire qu'on a formé le pluriel que l'on a actuellement sur la forme singulière. On avait un autre mot pour signifier le pluriel des nains en moyen anglais, qui est dwarrows, mais pour des raisons que l'on ne connaît pas, il a cessé d'être utilisé et il est mort. Bien. Avec cette nivellation, encore une fois, vers le singulier, depuis le singulier,
le voisement de la consonne finale n'a pas suivi ce qui aurait dû suivre normalement. D'ailleurs, l'auteur de l'entrée nain dans le dictionnaire Tolkien, dirigé par Vincent Perret, fait remarquer que le nom des nains, le nom vieux norrois, dvergar signifie tordu, de corps comme d'esprit. Et c'est également valable pour la forme plurielle du mot en anglais. Tolkien le dit lui-même en 1955. C'est là où il essaie de cacher son erreur en fait. L'on remarquera dans ce livre, donc Le Retour du Roi, troisième tome du Seigneur des Anneaux, comme dans le Hobbit, la forme dwarves est employée, bien que les dictionnaires nous disent que le pluriel de dwarf soit dwarfs. Cela aurait dû être dwarrows ou dwarrows, si singulier et pluriel avaient évolué chacun de leur côté au fil du temps, tel que ce fut le cas pour man et même encore goose et geese. C'est en annexe. Il l'avait déjà remarqué en 1937, juste après la publication du Hobbit, en prenant connaissance des critiques qui en avaient été faites. Personne n'a remarqué cette faute de grammaire. Du moins, personne n'a signifié avoir remarqué cette faute de grammaire. Mais pour autant, il avait quand même bien raison de la faire. Ça paraît logique. Il y a d'autres occurrences de ces dwarves avant le Hobbit même. Dans ces ouvrages-là, par exemple, Gethsemane Outlaw de George Ward Dasent, The Danish History by Saxo Grammaticus, traduit par Oliver Elton en 1905, et Les Dents en prose, traduite par Arthur Gilchrist Yoder. Donc, il a fait une erreur, il a raison de la faire, mais il n'est pas pour autant l'inventeur de cette forme, puisqu'elle existait auparavant. Il y a d'autres textes, bien sûr, dans lesquels il y a des occurrences de dwarves comme ceci, mais c'est pas évident de les trouver, puisqu'il s'agit de textes datant de 150 ans, qui ne sont pas forcément numérisés, il faut les trouver manuellement. Mais on remarque quand même que à cette époque, entre la moitié du 19e et le début du 20e siècle, on redécouvre certains textes anciens scandinaves et on les traduit, comme l'a fait William Morris par exemple. Donc, il est possible que le processus de traduction depuis ces langues où les formes singulières et plurielles ont évolué séparément ait influencé la langue cible, donc l'anglais de cette époque en l'occurrence, et donc influencé également le voisement du phonème final en anglais. C'est l'anglais traduit. C'est pour ça que ce n'est pas exactement l'anglais pratiqué. De l'anglais sauvage. On connaît le lien entre Tolkien et Dasent, c'est de lui qui tient la métaphore de la soupe dans son article On Fairy Stories du conte de fées. C'est la conférence qu'il a donnée à St. Andrews University en 1939. C'est donc également possible qu'il ait été influencé jusque dans son écriture, jusque dans son utilisation des pluriels. Maintenant, on mesure la langue directement par étude sur corpus automatisé. On a une meilleure appréhension de la langue et on peut refuter l'argument de quelqu'un qui dit non, on doit dire dwarfs parce que c'est Snow White and the Seven Dwarfs. Et c'est comme ça que je l'ai appris, donc c'est comme ça que ça doit perdurer. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que ce mot dwarves a évolué déjà On peut se demander dans un premier temps si le fait que la forme dwarfs nous soit arrivée au XXe siècle comme étant dwarfs et non dwarves, si c'est pas peut-être parce que on a très peu employé le terme et qu'il a été oublié.
Et du coup, Tolkien, en ajoutant ce peuple dans son légendaire, rappelle le terme à la grammaire, qui lui signifie de niveler avec tous les autres mots qui finissent en F. Alors, on va mesurer l'évolution de ce mot dwarves en anglais, jusqu'en anglais contemporain, déjà en partant de 1800, enfin des années 1800, avec le Corpus of Historical American English. C'est le plus gros corpus historique annoté d'anglais historique, qui comprend 400 millions de mots en tout, dans les textes datant de 1810 à 2009. Ce sont des textes qui sont classés par décennie et par genre, de manière équilibrée, de sorte qu'il y a le même nombre de mots dans chaque décennie et dans chaque genre, plus toutes les combinaisons que ça implique. Et la décennie la plus récente n'est pas surreprésentée par rapport à la plus ancienne, même si on dispose de plus de matière datant des années 2000. Les genres sont fiction, newspaper, magazines et non-fiction. Ça c'est trivial, mais tout n'est utile. Et les mots sont lématisés et étiquetés. Lématisé, ça veut dire je peux chercher des exemples. Je peux chercher par exemple toutes les formes du verbe to be, comme are, where, was, being, been. Et étiqueté, je peux chercher un mot par sa nature grammaticale, ce qui peut poser problème en anglais, parce qu'un mot peut être tantôt un nom, tantôt un verbe, comme a gift, un nom contre to gift, le verbe. Et donc ici on va chercher dwarves en tant que nom contre dwarfs en tant que nom. Et voici les résultats. Le nombre d'occurrences brutes. On voit que dwarves est en perte de vitesse considérable au cours de la dernière décennie représentée, contre dwarves qui est en hausse, même s'il est quasiment absent. Jusqu'en 1930, où il n'y a qu'une seule occurrence. Et justement, l'avantage du Coran, c'est qu'on peut regarder le contexte dans lequel cette occurrence apparaît. Et il s'agit du livre Language par Leonard Bloomfield, publié en 1933. Leonard Bloomfield, c'est un linguiste américain, et il remarquait déjà à cette époque, et il le signifiait, que la forme dwarves méritait qu'on y prête de l'attention. En manipulant un peu ces chiffres, on peut mettre en évidence les suremplois et les sous-emplois de ces termes par décennie par rapport à la norme, sur la norme sur les 20 décennies. Donc. Alors, quand le chiffre est positif, non seulement on utilise plus le mot, que ce soit dwarfs ou dwarves, que l'habitude de ces 2 siècles, mais en plus quand un terme, quand une barre est plus haute que l'autre, ça montre une préférence pour le terme qu'elle représente. Et on voit très clairement dans les années 2000, dwarves le remporte assez largement. Alors, selon la partition du COA, donc les genres newspaper, non-fiction, etc., les dwarves se manifestent le plus dans la catégorie fiction, ce qui inversement pourrait constituer un critère discriminatoire de la catégorie, c'est-à-dire qu'on pourrait reconnaître une œuvre de fiction dès qu'on voit apparaître le mot dwarves, avant qu'il se propage dans la langue anglaise
dans l'intégralité de la langue anglaise, même puisque à côté dwarfs, même si malgré son poids prépondérant, il est en baisse dans toutes les catégories. Et de nos jours, pour regarder de nos jours, ça n'a pas été évident puisque le BNC ne donnait pas de résultats satisfaisants. Regardons dans le globe, c'est-à-dire le Corpus of Global Web-Based English, l'anglais que l'on parle sur Internet, qui est composé de 1,9 billion de mots sur 1,8 milliard de textes, composés de pages web diverses, dont environ 60% du blog. Donc ça pourrait argumenter que ça représente assez bien aussi l'anglais oral. Ce corpus regroupe l'anglais de différents pays où on pratique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Inde, ainsi que 16 autres. Il a été publié en 2013 et il est également lématisé et étiqueté. La catégorie Grande-Bretagne comprend 387 615 074 mots et représente 21% du globe. Donc il n'est pas équilibré, mais seulement la catégorie Grande-Bretagne dans la nation, c'est pas très grave pour le sujet. Et ça nous donne ce résultat. Au moins, on peut dire qu'à ce stade, Tolkien n'est plus le seul à faire cette épouvantable erreur de grammaire. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'à 4% près, les deux formes sont presque exactement concurrentes. Ce qui confirme le fait que dwarf soit en plein essor et qu'il soit déjà normalisé par les dictionnaires descriptivistes. On retrouve cette forme dans les Oxford Learner Dictionary, le Collins Dictionary, Cambridge Dictionary, le Longman aussi. Donc, merci à Tolkien d'avoir rappelé cette forme et surtout d'avoir popularisé, puisqu'elle semblait avoir été oubliée par l'évolution linguistique. Et maintenant, il serait temps de normaliser le voiement son pluriel par probablement l'ajout de ce changement dans la partie étymologique de l'Oxford English Dictionary, qui a la plus grande autorité du sens sur la langue anglaise, pour autant qu'il en est. S'il y a des questions. Déjà, merci pour votre commentaire sur un sujet qui est, je pense, assez nécessairement compliqué en traversant par les langues et les études de linguistique. Ma question se posait sur une de ces études, ces recherches dans les bases de données, sur notamment l'usage des deux mots, de dwarfs and dwarves, selon les décennies, donc je suppose que ce soit celle-là ou celle d'avant, où nous voyons notamment une pique, je trouve, dans l'ère, je ne sais pas si on pourrait dire l'époque romantique, enfin disons dans la fin du 19e siècle, et quand vous l'avez décortiqué en différents genres, que c'était surtout en fiction que il me semble que ça avait été utilisé. Donc dwarfs, c'est surtout la ligne bleue. Est-ce que vous saurez commenter sur pourquoi d'un coup, dans ces quelques décennies, la fiction se met à reparler de dwarfs à cette époque, quelque part? Fin du 19e? Oui, du 19e. Ouais. Enfin, oui, fin du 19e. À mon sens, c'est la découverte de ces textes scandinaves qui principalement influencé
le retour de ces termes-là. L'apport de ces nouveaux textes. Je me demande si William Morris n'avait pas retraduit Beowulf, si Tolkien aurait renchéri derrière, par exemple. Une forme de contagion. Peut-être une sorte de réinsertion de cette créature dans la sorte de pop culture ou l'imaginaire fantastique. Oui, définitivement, ça. C'est plus à remettre en question aujourd'hui. Je me suis posé la question aussi, savoir si on n'avait pas un pic de dwarfs 1990-1900 à cause des expositions universelles. Mais en France, on peut consulter ces occurrences dans le Kaura et voir directement de quoi il s'agit. Je ne suis pas allée voir. Moi-même, il y en a 60, apparemment. Ça représente quelques heures de lecture. Ah, bravo. Alors, j'ai une question, et je pense avoir la réponse. Mais... quelque part, ce sont les meilleures questions parce que ça nous rassure. Alors, dans tous ces relevés, il y en a un qui démontre une inversion radicale de l'utilisation du dwarf dans les années 2000. Alors, voilà, ici. Est-ce que vous auriez donc une piste Une piste? Oui, une explication à ce changement radical entre 1990 sur les emplois et 2000. Je sais pas, peut-être les films de Peter Jackson? Non, mais c'est assez phénoménal, enfin, c'est un exemple ici de l'influence d'un média sur le langage commun. D'ailleurs, on va la chute de Dwarfs dans le magazine surtout. Donc on imagine que les personnes qui faisaient des critiques du film ont changé de vocabulaire pour employer le mot du film. Donc ils ont lu le livre. Ils reprennent en tout cas le terme du film. Si on veut le livre, en fait, on va leur demander individuellement. On a plus simplement du temps. Le film utilise dwarfs, enfin avec un D. Ça fait longtemps que je les ai vus maintenant. S'ils n'utilisaient pas dwarfs avec un V, Oui. je pense que ça constituerait une énorme erreur. Pour que Tolkien en ait parlé lui-même et a avoué sa terrible faute de grammaire, je pense que ça vaut la peine qu'on y fasse honneur. Alors là, ça va être une question un peu particulière, parce que vous avez mentionné l'aide en prose et sa traduction anglaise, et dans l'aide en prose, Snorri parle des dwarves, et les mentionne aussi comme black elves, donc les elfes noirs, et on voit aussi elfe qui évolue dans son pluriel elves. Est-ce que vous avez vu si par exemple il y a quelque chose qui peut approcher les des évolutions des termes, parce que elfe vient de alf, dans son pluriel en langue norroise était alfar, donc là, s'il y a des aspects similaires dans cette évolution linguistique aussi. Ah oui, bien sûr. Le terme elf était encore moins employé que dwarf sur les Google Ngrams. Mais la consonne finale est voisée parce que, au cours du moyen anglais,
Ce terme-là avait un équivalent féminin. Elf donnait Elven, Elfen dans un premier temps, puis ensuite Elven. Peut-être que le boisement a été facilité aussi parce qu'il y avait un E juste après. Mais c'est un nom. Et ce nom, Elven, a cessé d'être utilisé. Et c'est un autre terme que Tolkien a ressuscité, mais en tant qu'adjectif épithète. Elven Home. Je vais profiter d'être le modérateur pour poser une petite question moi-même. Donc, Tolkien, quand il écrit Bilbo le Hobbit, il utilise Dwarves, bien ça. Dans le Seigneur des Anneaux, il les réutilise, il les justifie, et, à travers les appendices. Mais pourtant, dans la version de la Quenta Silmarillion, qu'il écrit entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, donc en 1937-1938, il revient à Dwarves avec un S. Pourquoi? Est-ce que vous savez? Est-ce que cette erreur, il l'a culpabilisé et il est revenu en arrière, avant de se dire que finalement il avait bien droit de le faire, ou bien... Je ne le savais pas, mais ça ne m'étonnerait pas, connaissant son perfectionnisme, de s'être rendu compte qu'il avait fait une erreur de grammaire et qu'il voulait absolument cacher au point d'en écrire une appendice dans le Seigneur des Anneaux. Oui, peut-être qu'il a essayé de reprendre le contrôle sur son œuvre de fiction et en vain, finalement. Là, on va repris le dessus.